Depuis 2022, la guerre en Ukraine bouleverse le paysage géopolitique mondial. Des images de villes détruites, des millions de civils déplacés, une résistance héroïque. Pourtant, à l'horizon de ce conflit, une affirmation commence à résonner dans les colonnes, sur les plateaux, dans les débats, l'Ukraine ne peut pas récupérer militairement les territoires qu'elle a perdus. Est-ce un constat réaliste, un pessimisme défaitiste, ou la nouvelle donne stratégique imposée par la guerre d'usure, les forces militaires, la diplomatie, la logistique, les alliances? Aujourd'hui, je vous propose d'entrer au cœur de cette assertion, d'analyser ses fondements, ses implications, ses critiques. Parce que derrière ces mots se joue non seulement l'avenir d'un peuple, celui de l'Ukraine, mais aussi celui de l'ordre international, du droit, des alliances, de la morale. Restez avec moi, on va décortiquer pourquoi certains experts croient que la reconquête totale est désormais irréaliste, quelles sont les alternatives possibles, pourquoi cette question divise, et ce que cela change pour la diplomatie, la stratégie et la société ukrainienne. On en voit des centaines, ce sont des appareils qui viennent d'Iran, qui sont fabriqués maintenant en Russie, donc ça coûte pas beaucoup d'argent, mais ça fait beaucoup de dommages. Donc ce qui a été démontré, c'est qu'on n'est pas équipé pour, quoi. Donc il faut qu'on revoie en Europe la défense anti-drone. On n'est pas prêt. Oui. Et ça, les Russes ont engagé ça. Deuxièmement, ils envoient un message politique, qui est que Poutine se sent maintenant conforté. Il a été réhabilité à Anchorage par le président Bush, par ce sommet du 15 août. Ensuite, il y a eu le sommet qui a suivi à Tianjin en Chine, où il a été en gros là aussi habilité, soutenu par la Chine, par l'Inde, par. On va y revenir, Pierre Lelouch, justement sur ce quand même un petit camouflet pour Donald Trump. Alors, vous venez de l'évoquer, une forme de test envoyé par la Russie à l'endroit de l'OTAN. Je voudrais vous faire écouter la réponse de Jean-Noël Barrot, ancien ministre, en tout cas ministre des Affaires étrangères démissionnaire. Écoutez sa réponse. La Russie commettrait une grossière erreur à considérer que les Européens et les alliés de l'OTAN ne sont pas solidaires. Parce que l'OTAN, qui est une alliance, contrairement à tous les mensonges du Kremlin et de ses télégraphistes, une alliance défensive. Mais c'est l'alliance la plus puissante et la plus dissuasive du monde. Nous ne nous laisserons pas intimider. Il faut cesser de nous tester et de tenter de nous intimider. Alors, je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine ait forcément peur de Jean-Noël Barrot, mais enfin, est-ce qu'il serait quand même judicieux, en effet, que Moscou cesse ce type de test ? Ça va dépendre du message que nous envoyons. Pour l'instant, on a un président américain qui est extrêmement aléatoire, erratique. Un jour, il soutient les Européens, un jour, il les traite de gens qui escroquent le peuple américain. Que vaut aujourd'hui la garantie américaine? C'est une question que tout le monde se pose en Europe, c'est ça la vérité. Deuxièmement, quand les Européens envisagent à la suite du président Macron, une force dite de réassurance en Ukraine après un traité de paix, on voit que les Italiens veulent pas y aller, qu'en Allemagne, le SPD veut pas y aller, qu'au final, il y a en gros 10 ou 15 000 hommes entre nous et les Anglais. Ça fait pas de quoi faire peur à Poutine. Donc ils profitent de cette situation. Alors ils se battent comme des démons depuis 4 ans, mais c'est très très difficile. Ils ont un adversaire qui est 5 fois plus nombreux qu'eux, donc c'est très compliqué. La guerre est... les Russes cherchent à briser le front ukrainien. Ils sont soutenus au niveau international par tout ce qu'on appelle maintenant le Sud global, que je décris dans mon livre, c'est-à-dire ce monde déjà post-occidental qui en a marre de nous, de nos leçons de morale, de nos valeurs. C'est ça justement qui porte Vladimir Poutine aujourd'hui. Oui, il a ça derrière lui, et derrière lui en plus en Russie il y a une opinion publique qui est soit blasée, soit indifférente, soit nationaliste, et donc il n'est pas menacé en interne ni en externe. Et tant qu'on lui achète son pétrole, il va continuer la guerre et imposer ses conditions. Et ces conditions, c'est quoi? C'est la neutralisation de l'Ukraine, c'est probablement des limites sur le niveau de l'armement ukrainien, c'est évidemment pas d'Européens à l'intérieur de l'Ukraine, parce que ce serait ramener l'OTAN dans l'Ukraine. C'est ce que souhaite pourtant Ursula von der Leyen, une aide financière en urgence, et puis le renforcement de la coopération militaire, avec peut-être cette question des troupes, justement, c'est ce que ne souhaite pas Vladimir Poutine, c'était une des lignes rouges, c'était d'ailleurs l'un des racines du conflit. C'est bien sûr, l'une des racines principales du conflit. Et Nicolas Sarkozy à l'époque et Angela Merkel en 2008 l'avait dit au président Bush qui voulait élargir l'OTAN à l'Ukraine. Faites pas ça, sinon il y aura la guerre. Mais naturellement, ils n'ont pas écouté. Ils ont voulu élargir l'OTAN. Et alors, le paradoxe aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, si vous voulez, c'est que les 3 derniers présidents américains, Obama, Biden et Trump, sont contre l'élargissement de l'OTAN. C'est pour ça qu'il faut trouver un autre système pour garantir la sécurité de l'Ukraine après un traité de paix. Et c'est là qu'interviennent les garanties, la réassurance, comme dit le président Macron. Est-ce qu'il faut s'en mêler, pas s'en mêler? Est-ce qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine? Les Russes, naturellement, sont archi contre parce que c'est le retour de l'OTAN par la fenêtre en Ukraine. Il va quand même falloir qu'on s'occupe de garantir la reconstruction de l'Ukraine après tout ça. Georges Fenech, oui, bonsoir Pierre. Vous auriez pu aussi peut-être faire rappeler cette rencontre au sommet entre Vladimir Poutine, le Chinois et le Coréen. Qui est aussi une démonstration. Ça m'a échappé. Je l'ai coupé, c'est de ma faute. Mais ce que je voudrais. Attentif, mon cher Georges. Non, mais c'est vrai que je vous ai coupé, Pierre Lelouch, à ce moment-là. Je vous ai relancé à ce moment-là. Pardonnez-moi, Pierre, pardonnez-moi. Mais on dit d'habitude que Poutine ne connaît que le rapport de force. Alors aujourd'hui, quel serait ce rapport de force? Qu'est-ce qui serait à mettre en face? Je ne parle pas uniquement de Trump, mais également de l'Union européenne, si tant est qu'elle est encore en capacité de le faire, pour arriver à un processus de paix, parce que pour l'instant, on n'en voit pas le début du commencement. Je pense que
Poutine, il entend ses généraux qui lui disent qu'il y a une chance d'enfoncer le front ukrainien, et dans ce cas-là, la Russie a gagné. Donc je pense que c'est ça qui joue, et c'est pour ça qu'il laisse traîner la négociation. On est dans une situation qui est la suivante. L'Ukraine ne peut pas, militairement, reprendre les territoires qu'elle a perdus, la Crimée et le Donbass. Mais la Russie, même avec un demi-million d'hommes sur le front, et probablement un peu plus, ne peut pas conquérir l'Ukraine. Donc, à un moment ou à un autre, il faut que ça s'arrête. Et ça va probablement s'arrêter sur cette ligne de démarcation le long de cette ligne de front qui fait quand même 1200 km. Il y a 1 million de soldats sur cette ligne de front. Donc, il va falloir trouver une solution autour de cela. Les Russes vont demander des conditions supplémentaires. Parce que ce qu'ils veulent, en réalité, depuis le début, c'est que l'Ukraine reste dans leur orbite. Elle reste sous leur contrôle. Elle peut entrer, à la limite, il y a 2 ans, en 2023 ans, en 2022, vous savez qu'il y a eu une négociation secrète, mais j'en dis beaucoup dans mon livre sur cette négociation à Istanbul, à l'époque. Les Russes étaient d'accord pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Et je pense que c'est ça qu'il va y avoir à la fin. C'est-à-dire qu'on va laisser, les Américains seront d'ailleurs d'accord, vous prenez en charge la reconstruction de l'Ukraine. Il y en a pour 700 ou 800 milliards d'euros, vous payez les armes pour la défense, vous les Européens vous en débrouillez. Et trouver en même temps une espèce de modus vivendi avec les Russes après-guerre. Alors, il y a aujourd'hui en tout cas, Pierre Lelouch, on est loin de cette table. On se souvient quand Donald Trump avait réuni tous les dirigeants européens, on y croyait, on a vu cette rencontre en Alaska où le tapis rouge a été déroulé. Bon, non mais c'est vrai que ça semble très loin. Oui, mais enfin, ce qui s'est passé dans le bureau ovale n'est pas franchement glorieux pour les Européens. Nous sommes allés en délégation voir Trump pour éviter qu'il signe un deal séparé avec Poutine, mais surtout pour lui demander d'assurer la protection de la force européenne qu'on mettrait à l'intérieur de l'Ukraine. Et on a vu ce jour-là les dirigeants européens en randonnion, alignés comme des quémandeurs devant le bureau du chef, et franchement c'était indécent. Et je me suis demandé, est-ce que le général de Gaulle aurait accepté de se prêter à une mascarade pareille? Jamais. J'avais honte pour mon pays ce jour-là, je vous assure. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Les Russes respectent les pays qui se défendent, donc le premier signal que nous devons donner aux Russes, c'est on réarme massivement. C'est-à-dire que malgré nos problèmes économiques, financiers, etc. Il y a 270 milliards donnés à l'Ukraine. Bon, c'est vrai que... mais les Allemands viennent de le décider. Ils viennent de décider de mettre 500 milliards d'euros dans la défense de l'Allemagne. Nous en sommes à 3 milliards supplémentaires. Et réindustrialisent leur pays d'ailleurs par la même occasion. Voilà. Donc, Pierre Lelouch, pardonnez-moi, je voulais vous faire réagir aussi parce que le temps file sur ce deuxième fait d'actualité évidemment dont tout le monde parle, dramatique, le meurtre de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Donald Trump a annoncé en début d'après-midi l'arrestation, vous l'avez entendu, du suspect identifié comme Tyler Robinson, un jeune de 22 ans originaire de l'Utah. Manifestement, la qualification d'un meurtre politique ne fait plus trop de doute. On a retrouvé des messages antifascistes sur les munitions. Vous, le grand observateur du monde international, l'ancien ministre des Affaires étrangères, quel est le regard que vous portez sur cette affaire? Européen, pardonnez-moi. Je vais vous dire, je pense que c'est une affaire grave. L'Amérique est un pays qui est surarmé et il y a dans l'histoire américaine déjà 4 présidents américains assassinés. En définitive, affirmer que l'Ukraine ne peut pas récupérer militairement tous ses territoires perdus n'est pas forcément céder au pessimisme, c'est reconnaître les limites imposées par la guerre, la géographie, le matériel, les alliances, et surtout une Russie qui, même affaiblie, résiste mordicus. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir. Il y a de la place pour la stratégie, pour le compromis, pour la diplomatie, pour la justice. Reste à définir ce que veulent réellement les Ukrainiens, ce que les alliés peuvent assumer, ce que le monde peut tolérer. Et vous, qu'en pensez-vous? Une reconquête complète est-elle un objectif réaliste? Ou faut-il penser d'autres voies? Partagez vos idées, vos doutes. Parce que dans cette guerre, chaque mot compte, chaque choix a un poids.